Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire sur prendre soin de son audition et pallier à la déficience auditive. Donc aujourd'hui, on accueille le docteur Khoury, qui est médecin ORL et coordinateur du Centre d'évaluation de réadaptation des troubles de l'audition. Ce webinaire a été créé en partenariat avec Corinne Pichelin, coordonnatrice à la SRAE sensorielle Pays de la Loire, et Justine Chabreau du Gérontopole Pays de la Loire introduira le webinaire. Je suis Jocelyne Guillon, directrice d'Humagogie et aidante. Donc rapidement, les tutonomies, comme vous le savez, c'est une web-série qui est disponible sur YouTube gratuitement pour soutenir les aidants auprès d'un proche en perte d'autonomie. Et ce projet est réalisé depuis 2019 avec des experts du médico-social et c'est soutenu par Malakoff Humanis pour la partie des tutoriels. Et puis depuis 2021, on fait des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets sur le bien vieillir. C'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et c'est toujours avec l'expertise des professionnels et du Gérontopole Pays de la Loire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire qui va nous permettre d'aborder en effet le sujet de l'audition. L'objectif vraiment de ce matin, c'est de pouvoir vous proposer des conseils pratiques sur comment préserver sa santé auditive, mais aussi répondre à un certain nombre de vos questions et notamment, comme vous le voyez sur l'écran, comment fonctionne l'audition, comment on évalue la perte auditive, quels appareils ou aides techniques peuvent compenser une déficience auditive ou bien même comment on peut s'adapter à la perte auditive. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Corinne Pichelin, qui est coordinatrice de la SRAE sensorielle, SRAE pour structure régionale d'appui et d'expertise. Et nous avons également notre expert du jour, le docteur Khoury, en effet médecin ORL et coordinateur du CERTA Pays de la Loire. Et docteur Khoury, sans plus attendre, c'est avec attention que nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, les thèmes, Madame Chabreau vient de les évoquer. Nous allons commencer par le premier thème qui est comprendre l'audition. C'est intéressant quand on parle d'oreille de savoir un petit peu ce qui se passe, en particulier chez les personnes âgées que vous pouvez être amené à accompagner puisque c'est le sujet du jour. Donc un petit rappel très bref de l'anatomie et du fonctionnement de l'oreille. Sur le plan anatomique, une oreille est composée de 3 parties. Ce qu'on appelle l'oreille externe qui est constituée par le pavillon et le conduit auditif externe. Une deuxième partie de l'oreille qu'on appelle l'oreille moyenne, qui est une caisse de résonance qui est fermée par une membrane qui est le tympan et qui contient 3 petits osselets qui vont transmettre les ondes sonores vers la troisième partie de l'oreille qu'on appelle l'oreille interne. Si on réfléchit juste aux problèmes auditifs qui peuvent exister, il peut y avoir des problèmes sur toutes les 3 parties de l'oreille. Donc, sur l'oreille externe et l'oreille moyenne, on va avoir des surdités qu'on appelle de transmission, qui sont des surdités souvent transitoires. C'est le problème mécanique de transmission du son qui ne se fait pas bien. Ce sont des pertes auditives le plus souvent corrigeables, soit en traitement médical, soit en traitement chirurgical. Je dis le plus souvent, parfois on ne peut pas. Mais au niveau de la correction auditive, après, c'est beaucoup plus facile. Le problème qui va être le plus compliqué, c'est quand on a des surdités qui sont liées soit à l'oreille interne, soit au nerf auditif. Là, on a des surdités qu'on appelle de perception, qui sont des surdités définitives. Revenons donc à l'oreille interne, puisque c'est le sujet du jour. L'oreille interne, elle comprend 2 parties. Elle comprend une partie qu'on appelle la cochlée, qui gère la fonction auditive de l'oreille interne, et une deuxième partie qu'on appelle le vestibule, qui est l'organe de l'équilibre de l'oreille interne. Les informations qui sont transmises par la cochlée ou par le vestibule vont être transmises à travers le nerf auditif ou le nerf vestibulaire vers le cerveau. Alors, comment fonctionne l'oreille interne ? Déjà, le son, c'est une onde sonore qui se déplace. Si on jette un caillou dans l'eau, on a plein de petits ronds qui sont des ondes qui ont été provoquées par la pression qu'a exercé le caillou en tombant dans l'eau. Au niveau de l'audition, c'est la même chose. Quand on parle, on émet une pression au niveau du son qui va déplacer des ondes qui vont arriver dans l'air, dans vos oreilles, dans les oreilles des personnes qui entendent. Ces ondes vont mettre en vibration le tympan. Lui-même va transmettre cette vibration aux 3 petits osselets qu'on appelle donc le marteau, l'enclume et l'étrier.
Et le dernier des osselets qu'on appelle l'étrier, lui, va envoyer cette pression au niveau de l'oreille interne, donc au niveau de la cochlée. À l'intérieur de cette cochlée, qui est cette espèce d'escargot, on a des liquides qui vont être déplacés par les ondes sonores et qui vont stimuler, si on regarde en coupe ce qui se passe dans l'oreille interne, on a des cellules nerveuses qu'on appelle des cellules ciliées. Donc, quand le liquide se déplace dans la cochlée, ça va stimuler ces cellules ciliées et la stimulation de ces cellules par ce liquide, sans rentrer trop dans les détails techniques, va générer au niveau de chacune des cellules un potentiel électrique et chacune des cellules va transmettre ce potentiel électrique vers le nerf auditif qui, lui, va emmener l'information au cerveau. Donc, on voit bien qu'on passe de quelque chose de mécanique au départ, qui est une onde sonore, mais ce qui arrive au cerveau, c'est pas de la vibration, c'est un micro-potentiel électrique qui a été créé au niveau de l'oreille interne. Une petite diapo juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de façon simplifiée. Je vais arrêter le partage pour pouvoir lancer la vidéo. Voilà. Si on regarde, ce sont les ondes qui arrivent donc dans l'oreille, qui vont mettre en vibration le tympan. Les 3 petits osselets qui sont derrière vont transmettre cette vibration à l'oreille interne. Et quand les ondes sont transmises dans l'oreille interne, il y a un potentiel électrique qui est créé par les cellules et qui va être transmis par le nerf au cerveau et le cerveau va décoder. Ce qui se passe quand on a une baisse d'audition qui est liée à l'âge, c'est ce qu'on appelle la presbyacousie. Ce sont ces fameuses cellules nerveuses dont on a un quota à la naissance et qui ne cicatrisent pas, qui ne se régénèrent pas. D'où l'intérêt de faire des campagnes de sensibilisation au traumatisme sonore, en particulier chez les jeunes, parce que tout ce qu'on va abîmer au niveau de nos cellules par le bruit, par exemple, va être définitivement abîmé et ne pourra pas du tout être restauré. Donc, avec l'âge, ces cellules nerveuses subissent, comme le reste de notre corps, un mécanisme de vieillissement naturel qu'on appelle une presbyacousie. L'importance de cette presbyacousie va être variable d'un individu à l'autre. Elle n'est pas la même chez tout le monde et elle peut être majorée par certains facteurs. On va revoir tout à l'heure des courbes un petit peu auditives de personnes qui ont baissé naturellement avec l'âge et de personnes qui ont baissé avec l'âge et éventuellement avec des facteurs aggravants que peuvent être les infections. On a des critères génétiques aussi qui peuvent modifier cette aggravation, qui peuvent l'accélérer. On peut avoir des phénomènes viraux, on peut avoir des traumatismes. On a parlé tout à l'heure du son. Le traumatisme peut être aussi direct, les chocs, les accidents, les traumas crâniens. Et on a certains médicaments qui sont autotoxiques, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui vont avoir qui vont entraîner des lésions sur ces cellules nerveuses. Voilà, de façon très très schématique, l'anatomie de l'oreille, donc des ondes qui pénètrent dans l'oreille, qui sont transmises à l'oreille interne, un déplacement de liquide et la création d'un microcourant électrique qui est transmis au cerveau. Quand les personnes ont une perte auditive, ont l'impression d'une perte auditive, on va pouvoir l'évaluer. Donc, on va aller voir un professionnel qui va faire un test auditif. De façon très schématique, les tests auditifs sont ce qu'on appelle l'audiogramme. Un audiogramme, c'est la courbe que vous avez ici. En abscisse, on va analyser les fréquences auditives, c'est-à-dire les fréquences pures que peut entendre l'oreille. On va chercher le seuil, c'est-à-dire le niveau où le patient commence à entendre. Donc, de gauche à droite, on a les fréquences graves et les fréquences aiguës. Et de haut en bas, on a l'intensité, c'est le volume en gros qu'on est obligé de mettre pour que le patient commence à entendre. Une audition normale se situe de façon schématique entre 0 et 10 décibels. Juste précision, l'oreille humaine a la capacité d'entendre au-delà des fréquences qui sont là. Celles qu'on teste classiquement lors d'un test auditif vont du 250 Hz, c'est-à-dire d'un son grave, au 8000 Hz. Mais quand on est jeune, on a la capacité d'entendre des hautes fréquences, c'est-à-dire du 10 000, du 12 000, du 14 000, du 16 000 Hz. Et on commence progressivement à partir de 20 ans à perdre ces hautes fréquences. Ce qui va rester en gros de façon utile, c'est les fréquences qui sont schématisées là-dessus. Donc là, on a une courbe de quelqu'un qui entend normalement. Pour être schématique aussi, on peut séparer la perte auditive en 4 niveaux. Une perte légère, en gros jusqu'à 30 décibels, on va fonctionner par palier de 30. Une perte moyenne de 30 à 60, une perte sévère de 60 à 90 et une perte profonde au-delà de 90. C'est très schématique, c'est pas tout à fait précis, c'est un peu plus précis que ça au niveau médical, mais pour avoir un ordre d'idée, c'est
c'est plus simple de garder ça en tête, palier de 30. Bon, là, on sait que quelqu'un entend le bruit, mais on ne sait pas comment il comprend. Donc, on va faire ce qu'on appelle un audiogramme vocal. Cette fois-ci, l'intensité qui était en ordonnée se retrouve, elle, en abscisse. Donc, on va de 0 à 120 décibels, comme sur l'audiogramme tonal. Et on va demander au patient de répéter 10 mots et on va aller chercher la moyenne où il comprend 50% des mots, 5 mots sur 10. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a une perte et qui a une intelligibilité à 65 décibels. Donc, 65 décibels, il est en dessous de la voix parlée classique et donc c'est quelqu'un qui va déjà être en gêne. Ce test d'intelligibilité, donc qu'on appelle l'audiogramme vocal, dans le temps, on le faisait uniquement dans le calme, en cabine, et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient gênées uniquement dans le bruit, d'ailleurs c'est leur plainte, et maintenant on le fait systématiquement dans le calme et dans le bruit. L'intérêt de faire dans le bruit, c'est que dans les nouveaux critères d'appareillage, il y a des normes, on en parlera peut-être tout à l'heure dans les questions, pour avoir l'autorisation d'avoir un appareil auditif, de prescrire un appareil auditif. Il faut que la perte soit supérieure à 35 décibels, mais on peut également, même avec une perte inférieure à 35 décibels, prescrire un appareillage s'il y a des difficultés dans le bruit. D'où l'intérêt donc de faire ces tests dans le calme et dans le bruit. Il y a des tests spécifiques encore plus précis. Et puis, on peut être amené, sans trop rentrer dans les détails, à faire plein d'autres examens, mais c'est pas le sujet du jour, pour rechercher pour essayer surtout d'avoir les étiologies de la perte auditive, mais c'est pas tout à fait le sujet du jour. Donc, on disait tout à l'heure qu'en fonction de l'âge, on avait cette aggravation auditive. Là, sur le graphique de gauche, on a l'audition de quelqu'un qui est jeune, qui est une audition normale. Donc, on a dit située entre 0 et 10 décibels. Avec l'âge, on va avoir une baisse principalement des fréquences aiguës et qui vont se dégrader de façon inéluctable. Ça, c'est la moyenne, en gros, de pertes qu'on peut rencontrer chez quelqu'un qui n'a aucune autre difficulté. Par contre, si on parle de personnes qui ont des facteurs aggravants, qu'on a vu tout à l'heure, le bruit, les médicaments, les virus, la génétique, cette perte auditive, vous le remarquez sur le tableau de droite, elle va être beaucoup plus importante au même âge. À 20 ans, on commence à perdre un petit peu les aigus. Par exemple, des jeunes qui vont très souvent en boîte de nuit ou en concert, sans aucune protection, on peut commencer à avoir dès 20 ans des pertes auditives sur les fréquences aiguës. Et puis, ainsi de suite, en fonction de l'âge, et on peut arriver à des surdités beaucoup plus marquées à âge équivalent. Qu'est-ce qui va dans un EHPAD, par exemple, ou à domicile ou dans une résidence senior, pour l'aidant, lui faire suspecter que la personne qui l'aide a des difficultés auditives? Donc, il y a des signes qui sont assez classiques. La personne va faire répéter souvent. Elle ne va pas bien comprendre ce qui lui est dit au téléphone. Si elle a le dos tourné et qu'on lui parle, elle peut ne pas se retourner ou se retourner avec un certain décalage et ne pas avoir tout compris. Elle peut ne pas réagir à certains bruits. Quand on frappe à la porte pour entrer dans sa chambre, ne pas entendre les sonnettes. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir des pertes sur les aigus, qui fait que les sonnettes, on va pas pouvoir les entendre. Il y a des alarmes qu'on peut ne pas entendre aussi quand on a des pertes très importantes sur les aigus. La personne va augmenter le son de la télé. Il y a des plaintes un peu plus anecdotiques de dire les jeunes, ils articulent pas bien, c'est pour ça que j'entends pas. Ils vont se plaindre de ne pas comprendre les autres avec les masques. Avec le Covid, on a eu énormément de personnes qui sont venues se plaindre en disant « j'ai perdu l'audition », mais en fait, leur audition était déjà basse et il s'y était adapté. Et quand ils ont plus eu accès à la lecture labiale, ce qu'on appelle la lecture labiale, c'est-à-dire que quand on parle, on a des mouvements au niveau des lèvres qui permettent de compenser un petit peu la perte auditive. Et le fait d'avoir perdu cette lecture labiale avec les masques a fait qu'il y a eu une plainte beaucoup plus fréquente chez pas mal de personnes. Et puis, on a toujours tendance à penser que quelqu'un qui n'entend pas bien doit pas être gêné par le bruit. C'est quelque chose qui est faux. Les personnes âgées, vous le verrez si vous en avez autour de vous, quand il y a un son aigu, un cri d'enfant ou un sifflement, vont être beaucoup plus gênés que nous ou que vous qui entendez bien, tout simplement parce qu'on a une espèce de phénomène d'auto-amplification du son par une oreille qui perd les aigus et de ce fait, les aigus sont mal tolérés.
Cette perte auditive va entraîner un certain nombre de conséquences. La perte de compréhension, bien sûr, particulièrement dans le bruit, et ça va entraîner des sources de malentendus. Les personnes vont soit comprendre de travers, soit dire qu'on leur a pas dit certaines choses. Ça va limiter leur participation aux conversations. Il y a un état de fatigue parce que dans les conversations, ils sont obligés de compenser plus, de regarder plus sur les lèvres, de se concentrer un peu plus, donc une fatigue en fin de journée ou en fin de séance de conversation. Cette absence de communication va entraîner un manque de stimulation cognitive et il y a des études qui montrent qu'en fait que l'aggravation cognitive peut être plus fréquente plus marquée quand on a une perte auditive. Les personnes vont avoir tendance à limiter leurs activités sociales, leurs activités de loisirs, se replier sur elles-mêmes, avoir des comportements d'agressivité ou de frustration, voire même de la tristesse et de la dépression. Ça, c'est les conséquences, mais d'un autre côté, si on n'a pas repéré la perte auditive au départ, ça peut être aussi des signes qui doivent nous faire évoquer qu'il y a un déficit auditif qui n'est pas compensé et qu'il faut éventuellement l'évaluer. Voilà donc pour l'anatomie, comment on explore une oreille, mais maintenant qu'on a une perte auditive, il y a des moyens techniques et des moyens orthophoniques pour essayer de compenser cette perte auditive. On ne la guérit pas. Quand on met un appareil auditif, c'est pas comme une correction de myopie où c'est juste un problème d'angle et on retrouve une vision tout à fait correcte. Quand on essaye de compenser une déficience auditive par un appareillage, on va essayer d'utiliser ce qui reste en cellules nerveuses, puisque j'ai dit tout à l'heure que quand les cellules elles étaient lésées, elles l'étaient définitivement et il n'y avait donc pas moyen de les récupérer. Ces compensations auditives peuvent se faire avec ce qu'on appelle un appareillage, une aide auditive. J'ai mis de façon schématique parce qu'il y a 36 000 modèles, il y a des contours d'oreilles et des intras. C'est les deux grandes familles. Dans les contours, il y a des micro-contours, des macro-contours. On a des appareils qui envoient le son à travers un tube. On a ce qu'on appelle les micro-déportés où le haut-parleur, il est plutôt directement au contact du tympan dans ce petit bouchon qui est mis dans l'oreille. Donc, grosso modo, il y a ce qu'on appelle les contours, c'est-à-dire quelque chose qu'on met sur l'oreille, et ce qu'on appelle les intras, c'est quelque chose qu'on met uniquement dans les oreilles. Alors, à quoi ça sert un appareil auditif? On a dit tout à l'heure que ça ne guérissait pas l'audition. Donc, l'ordinateur, ce petit appareil auditif, c'est un petit ordinateur, il va capter le son, il va l'augmenter bien sûr un petit peu, mais c'est pas juste un amplificateur. Il va aussi faire ce qu'on appelle un traitement de signal. Le traitement, par exemple, quelqu'un qui n'entend pas du tout les aigus, l'appareil peut capter cette fréquence aiguë et la restituer à la personne, mais sur une fréquence un peu moins aiguë, sur une zone de son oreille qui fonctionne encore, par exemple, sur des fréquences moyennes aiguës. Et donc, un très aigu va être transféré, ce qu'on appelle le transfert de fréquence, pour permettre au patient d'entendre quand même une sonnette. Et puis, un des gros avantages aussi de l'appareil auditif en restituant le son, c'est qu'il filtre le bruit. L'ordinateur a la capacité de se dire, ça c'est du bruit, ça c'est de la parole. Donc, il va filtrer le bruit et il va mettre plutôt la parole en avant, ce qui est beaucoup plus confortable dans les réunions ou dans les endroits bruyants. Cette restitution du son va se faire de façon adaptée. On va voir sur la diapo suivante ce que ça veut dire adapter et pourquoi adapter à chaque perte. Et surtout, il faut tenir compte de la tolérance de la personne. Quelqu'un qui a une perte auditive, quelle qu'elle soit, l'ordinateur, l'audioprothésiste, peut amplifier cette perte et la mettre à la normale jusqu'à 10 décibels en amplifiant et en envoyant un son beaucoup plus important. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le patient va tolérer cette amplification. Et donc, l'adaptation se fait en fonction de la perte et en fonction de la tolérance du sujet. Je vous ai mis ici quelques courbes pour essayer de comprendre pourquoi il faut adapter cette correction et quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées. Si on prend ce graphique-là, vous avez l'audition normale, c'est le graphique donc en haut à droite, vous avez une audition normale, vous avez une baisse moyenne, vous avez une baisse sévère, mais on est sur des courbes qu'on appelle en plateau, c'est-à-dire que le patient a perdu toutes les fréquences de façon équivalente, de façon linéaire. On peut également, c'est le schéma du côté gauche, avoir des courbes qu'on appelle ascendantes. Si on regarde ce patient, par exemple, il a perdu les fréquences moyennes et les fréquences graves, mais il a conservé des aigus. Et ça va surprendre beaucoup. C'est quelqu'un qui va entendre un tout petit chant d'oiseau qui est très, très loin
mais avec qui la discussion va être plus compliquée puisqu'il a une perte qui se situe dans la zone du champ de la parole. On peut avoir des patients qui vont perdre les fréquences moyennes de façon moyenne, mais beaucoup plus les graves et beaucoup plus les aigus. C'est ce qu'on appelle des courbes en dôme. On va avoir des patients qui peuvent perdre uniquement les moyens et partiellement les aigus, tout en conservant les graves, ce qu'on appelle des courbes en cuillère ou en U. On peut avoir des courbes où le patient a une perte qu'on appelle en pente de ski, c'est-à-dire il a conservé les graves et il a perdu les moyens et beaucoup plus les aigus. Ça aussi, comme pour celui qui a perdu les graves et qui a conservé les aigus, là, il va entendre un tout petit bruit grave, un tout petit grincement, et au contraire, il va être en grande difficulté pour la parole et il va pas entendre une alarme ou une sonnette. Donc, on voit bien qu'en fonction de ces courbes, l'audioprothésiste va essayer de corriger et en même temps de ne pas trop amplifier parce que ça peut être agressif pour le patient. Alors, pour le sujet âgé, puisqu'on est sur le thème du jour, il faut évidemment privilégier l'appareillage externe en contour d'oreille. La coquetterie de dire je ne veux pas que ça se voit ou je veux quelque chose qui soit discret et mettre dans l'oreille n'est pas du tout adapté à la personne âgée pour la simple raison qu'il y a un problème de manipulation qui est beaucoup plus compliqué puisque plus l'appareil est petit, plus on a besoin d'une dextérité importante pour pouvoir le positionner et donc ce qui n'est pas souvent le cas. Le mode intra n'est pas du tout adapté, même si la personne le souhaite. C'est le travail de l'audioprothésiste de la convaincre, de lui expliquer le pourquoi, de lui faire essayer de façon à ce qu'elle adhère à la solution de l'appareillage en contour. Il faut privilégier chez les personnes âgées les appareils rechargeables. Ça évite les problèmes de manipulation de piles qui sont très, très petites. Il peut y avoir des problèmes de remboursement. On en parlera peut-être dans les questions-réponses tout à l'heure. Il faut favoriser, si possible, l'acquisition et l'adaptation en laboratoire d'audioprothésiste. De temps en temps, on a des expérimentations où des personnes vont essayer d'appareiller en EHPAD des personnes qui n'ont pas été appareillées. C'est un peu compliqué et pour l'audioprothésiste en réglage et pour le sujet. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Et puis surtout, il y a eu des audioprothésistes qui avaient lancé l'appareillage à domicile. Mais je crois que c'est une société qui est actuellement en liquidation et donc l'appareillage à domicile est quelque chose qui va sortir du champ de l'appareillage. Il faut savoir aussi que l'achat de l'appareil, l'adaptation nécessaire par l'audioprothésiste et le suivi de l'appareillage sont payés par le patient lors de l'acquisition de celui-ci et pendant les 4 ans de garantie. Ce qui veut dire que les contrôles réguliers et les adaptations, ils peuvent être aussi nombreux que nécessaire et il n'y a aucun financement supplémentaire à rajouter pour l'audioprothésiste. Et puis, si c'est une panne, c'est la garantie qui va rentrer en ligne de compte. Nous, on conseille minimum chez quelqu'un d'appareillé un contrôle chez son audioprothésiste une fois par an pour vérifier les micros de l'appareil, les nettoyages si besoin un peu plus poussés. Ceci étant dit, les nettoyages des prothèses auditives est quelque chose qui doit se faire aussi par le patient, c'est souvent compliqué, par les dents. Je vous ai mis un lien qui est celui d'InfoSens où il y a une vidéo qui explique comment on nettoie des appareils. Et puis tous les fabricants d'appareils ont sur leur site des vidéos montrant comment on nettoie les appareils. Bien entendu, je ne peux pas faire de publicité pour les fabricants, donc je ne vous ai pas mis leur site, mais en allant sur les sites des différentes marques, vous pouvez retrouver des conseils de nettoyage. Cette compensation, plus elle est précoce, plus elle va être facile à être compensée et l'appareillage à être toléré par le patient. Les aidants à domicile peuvent avoir un rôle d'inciter la personne en disant écoutez, on a l'impression que vous êtes en difficulté, il serait peut-être intéressant d'aller consulter et les accompagner si besoin. Si les patients sont prévus pour entrer en EHPAD, ça peut être intéressant de prévoir l'appareillage avant l'entrée. Comme ça, la famille, quand ils s'inscrivent, leurs parents en EHPAD ou quand le patient, lui, est encore autonome et s'inscrit en EHPAD, s'il a la possibilité d'aller faire contrôler son audition et se faire appareiller avant d'arriver, ça sera plus simple. L'adaptation sera beaucoup plus facile quand elle est précoce. Et un élément très important, l'appareillage auditif doit être porté le plus longtemps possible dans la journée, même si la personne est toute seule dans son logement. Souvent, les patients disent je suis tout seul toute la journée, c'est pas la peine de mettre mes appareils, je vais les mettre juste quand je vais au réfectoire ou quand je vais à une réunion.
En fait, même si on est tout seul, il y a toujours du bruit autour de nous et ces bruits environnants stimulent déjà au niveau cognitif parce qu'on se rend compte qu'il se passe des choses et puis surtout, ça donne une temporalité, ça donne des repères dans le temps et faut pas perdre ces repères en étant complètement déconnecté du son. Et puis en plus, un autre élément qui est très intéressant, c'est que si on met un appareil auditif uniquement quand on va en réunion ou qu'il y a du bruit, le cerveau n'était plus habitué au bruit d'environnement, il va être parasité par ces bruits d'environnement, les bruits de pas, les bruits de paroles, les bruits de marche, les bruits de portes qui claquent, et tous ces parasites, le cerveau ne les a pas intégrés et ça va venir le parasiter et rendre la compréhension de la parole plus difficile. Un autre type d'appareillage, pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup chez les personnes âgées, mais comme l'implant est quelque chose qui s'est mis en place depuis plusieurs années, on va commencer à avoir dans les EHPAD ou dans les personnes âgées de plus en plus de personnes qui auront un implant. Le principe de l'implant, juste pour information, on a dit tout à l'heure que quand on mettait un appareil auditif, on exploitait les cellules ciliées, les cellules nerveuses au niveau de l'oreille interne pour reconstituer une audition correcte. Mais si on n'a plus de cellules ciliées parce qu'elles ont été trop abîmées ou qu'il n'y en a plus assez pour permettre une exploitation qui donne de la compréhension, on peut aller stimuler directement le nerf auditif en posant ce qu'on appelle un implant cochléaire. Le principe, c'est d'avoir donc une électrode qui est dans la cochlée au contact des fibres du nerf. On a vu tout à l'heure que quand les cellules nerveuses étaient stimulées, elles envoyaient leur courant à travers le nerf auditif. On va aller se coller avec une électrode dans la cochlée sur le nerf auditif, sur l'émergence du nerf auditif. Et il y a un deuxième appareil. Le terme implant est un peu faux parce qu'on a l'impression que tout est interne. Il y a une partie interne et un appareil externe comme un appareil auditif qui va capter le son et le transposer à travers la peau vers le nerf auditif directement en créant un message électrique artificiel. C'est un peu plus compliqué, c'est même beaucoup plus compliqué que de porter un appareillage auditif. C'est une pose qui se fait chirurgicalement au bloc opératoire sous anesthésie. L'âge n'est pas un critère pour dire on met ou on met pas un implant. Ce qui va être important, c'est l'état physique, physiologique et cognitif du patient, c'est-à-dire savoir si on peut l'endormir pour poser un implant ou si on a des risques au niveau cardiaque, de faire une anesthésie. Et puis surtout, il faut que le patient ait encore une motivation et une capacité pour faire une rééducation. Je disais que l'implant donc créait un courant artificiel électrique qui était envoyé directement au nerf. Ce courant électrique n'est pas du tout équivalent de ce que faisaient les cellules nerveuses. C'est un autre stimulé électrique. Il va falloir apprendre à le décoder. Donc, pour poser un implant, c'est une décision qui est prise par l'ORL et par une équipe pluridisciplinaire, justement, pour évaluer les critères de faisabilité et médicale et psychologique et physiologique. Ça, ce sont les aides, l'appareil auditif, on peut porter au quotidien, mais il y a des aides techniques qui, elles, peuvent simplifier beaucoup la vie. Il peut y avoir des casques d'écoute pour la télé, par exemple, ou des amplificateurs personnels. Dans les appareils auditifs, on peut avoir un système qu'on appelle la boucle magnétique. C'est le sigle que vous voyez avec le T qui est là. T pour télécoil, qui est la boucle magnétique en anglais. Le principe est d'avoir un fil de cuivre dans une pièce et la personne, quand elle est assise dans ce champ de transmission de ce fil, va récupérer le son directement dans ses appareils auditifs avec filtrage du bruit environnant. Vous verrez cela dans certaines administrations, mais surtout dans les cinémas ou dans les salles de théâtre. Quand il y a ce sigle qui est présent, ça veut dire que la salle est équipée de cette boucle magnétique. Et le patient, s'il n'a pas de boucle magnétique dans son téléphone, il peut avoir une boucle magnétique personnelle qui est sous forme de collier qui va lui permettre de connecter ses appareils auditifs directement à la boucle de la salle où il est. Les appareils auditifs sont de plus en plus maintenant, ou quasiment tous, équipés de Bluetooth, ce qui permet de connecter le téléphone mobile directement aux aides auditives. Le patient n'a plus besoin de mettre le téléphone à son oreille. Il peut y avoir ce qu'on appelle des micro-déportés. C'est des systèmes en réunion, par exemple, que l'orateur peut porter en micro-cravate et qui va envoyer directement le son dans l'oreille du patient à travers ses prothèses auditives
en filtrant le bruit environnant. On peut utiliser des aides classiques pour la transcription. Quelqu'un qui est malentendant, qui va au restaurant ou qui est dans un réfectoire, on peut, s'il n'a pas compris le menu, le lui écrire tout bêtement sur un bloc de papier, sur une ardoise ou sur un grand paperboard s'il y a, par exemple, plusieurs personnes qui en ont besoin. Et puis, des aides techniques qui vont devenir de plus en plus utilisées grâce à l'intelligence artificielle, c'est les transcriptions de la voix, c'est-à-dire qu'on parle et il y a quelque chose qui s'écrit directement sur une tablette ou sur le téléphone mobile. L'intelligence artificielle permet de transformer notre voix en écriture. Il y a plein d'aides à ce niveau-là. Ce sont des applications qui peuvent être gratuites ou payantes en fonction du besoin. Un élément important à connaître pour les personnes malentendantes ou l'entourage, c'est surtout pour les personnes elles-mêmes, c'est le 114. C'est un numéro gouvernemental qui est destiné aux personnes sourdes et malentendantes. C'est un numéro qui permet, là je vous ai repris un petit peu le résumé qui est sur le site du ministère de l'Intérieur. C'est un numéro qui permet d'accéder au secours, même si on ne peut pas parler ou entendre. C'est un numéro qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est un numéro qui permet d'alerter les différents services de secours et surtout qui peut être utilisé en visio, en chat, en SMS ou en fax. Ça permet quand même, pour une personne qui est isolée ou qui a un besoin particulier, de pouvoir quand même demander de l'aide. On a vu donc l'anatomie, on explore l'oreille, on a trouvé une surdité, on a mis en place des aides auditives personnelles ou des aides techniques, mais cela ne règle pas le problème puisque, comme je le disais tout à l'heure, on ne récupère pas une audition normale. On a une compensation de la perte auditive, mais on se retrouve toujours avec des difficultés puisqu'on n'a pas récupéré nos cellules nerveuses de l'audition. Donc, il y a une adaptation à cette perte auditive. Cette perte auditive, cette adaptation, à mon avis, elle doit être à 3 niveaux. Elle doit être au niveau institutionnel pour les résidents, au niveau de la personne malentendante elle-même et au niveau de l'aidant. Dans les institutions, il faut sensibiliser les familles dès l'inscription du résident ou du futur résident sur les difficultés auditives, les motiver éventuellement à se faire appareiller avant l'entrée en institution. Il faut bien entendu améliorer le confort phonique dans les réfectoires qui sont très réverbérants. Souvent, on a tendance à mettre beaucoup de vitrage pour que ça soit clair, mais le vitrage est réverbérant et ça peut être désagréable au niveau sonore avec l'amplification. Donc, il y a des cloisons absorbantes de son et anti-réverbération. Il y a des atténuateurs de bruit, tels que les butées adhésives pour les tiroirs, pour les placards, pour les patins de chaise. Il y a des sols qui sont moins sonores que d'autres. Donc, ce confort phonique peut être amélioré. Il faut limiter les nuisances sonores. Un fond musical pendant des repas dans un EHPAD, c'est pas forcément la meilleure idée. Il faut réfléchir à l'agencement de l'espace. Il faut favoriser l'accès visuel parce que la personne qui a une perte auditive peut éventuellement compenser partiellement cette perte si elle a encore une vision correcte. Et il faut améliorer le confort visuel parce qu'avec l'âge, on perd l'audition, mais on perd aussi la vue. Il faut éviter tous les phénomènes d'éblouissement. Il ne faut pas être face à une baie vitrée en plein soleil ou des lumières directes de façon à pouvoir ne pas être ébloui et éventuellement utiliser la vue pour, par exemple, lire sur les lèvres ou lire une information quelconque écrite quelque part. Il faut sensibiliser les soignants. Les jeunes soignants qui démarrent dans une institution auprès de personnes âgées n'ont pas forcément une expérience très importante de la surdité et leur faire rappeler que ça sert à rien de crier quand on parle à quelqu'un, quand on va lui demander ce qu'il veut manger, par exemple le midi. Je parle en particulier dans les services hospitaliers où la personne qui est opérée de n'importe quoi, son problème auditif n'est pas connu forcément. Et quand il n'entend pas, l'aide-soignante ou l'infirmière qui est venue lui demander le menu a tendance à crier, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et puis, dans certaines institutions, dans certains EHPAD, il y a des séances de rééducation de groupe qui sont très intéressantes en lecture labiale, qui ont un effet de sociabilisation et surtout un intérêt pour améliorer la possibilité de lecture labiale qui permet aussi de compenser
et la perte auditive. Donc, l'institution doit s'adapter, mais la personne qui est malentendante doit elle aussi s'adapter. Il faut qu'elle accepte de se faire appareiller, il faut qu'elle porte régulièrement son appareillage, il faut qu'elle fasse un effort d'écoute et de compréhension en s'aidant de la lecture labiale, en s'aidant de ce qu'on appelle la suppléance mentale. C'est quand on n'entend qu'une partie d'une conversation, notre cerveau peut aller chercher le sens d'une phrase, même s'il a loupé un ou deux mots. Et c'est quelque chose qui peut être tout à fait rééduqué avec des orthophonistes. D'ailleurs, de plus en plus, les personnes qui se font appareiller maintenant vont faire des séances d'orthophonie en lecture labiale et en suppléance mentale et en entraînement auditif dans le bruit. Donc, il y a un certain nombre de choses qui permettent d'apporter des aides supplémentaires. La personne qui a des difficultés auditives doit aussi s'adapter et accepter de ne pas faire semblant d'avoir compris. C'est-à-dire, souvent, les personnes qui entendent mal ont tendance à dire oui, oui, on a l'impression qu'elles nous ont compris et elles n'ont pas tout compris. Il faut que le patient ait le courage, entre guillemets, et d'informer son interlocuteur qui n'entend pas très bien, ne pas lui dire oui quand il n'a pas compris et ne pas hésiter à le faire répéter. Ça, c'est l'adaptation de la personne à ses difficultés auditives, bien sûr, en complément de l'adaptation à ses prothèses auditives. Et puis, je vous ai mis ici quelques diapos sur des sur des petits conseils pour l'aidant. Donc, on a vu l'institution doit s'adapter, le patient doit s'adapter et l'aidant aussi doit s'adapter aux difficultés auditives de l'aider. C'est une brochure qui a été éditée par Surdie Info Service. Des éléments très importants, par exemple, quand il y a un membre de la famille ou quand il y a quelqu'un qui est avec une personne malentendante, faut pas regarder la personne qui entend. On a tendance à le faire au départ quand on n'a pas l'habitude parce qu'on a l'impression que c'est plus facile, mais c'est quelque chose qui est très dévalorisant pour la personne qui est en difficulté. Ça entraîne un sentiment de frustration et d'être mis à l'écart. Ne pas lui dire, c'est pas grave, t'as pas compris, je t'expliquerai tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est très mal vécu. Donc, pensez toujours à s'adresser au patient lui-même. Quand il y a des bruits de fond, il faut essayer de les réduire. Même si le patient est appareillé, je disais, il n'a pas une audition normale, donc son cerveau n'a pas la capacité forcément de gérer le bruit. Donc, rentrer dans une chambre ou dans un réfectoire, il faut éteindre la télé, il faut éteindre la radio pour pouvoir communiquer plus facilement. S'il y a plusieurs personnes qui parlent et qu'il y a des personnes malentendantes, l'idéal serait que chacun parle à tour de rôle et qu'il se signale qu'il va parler, ce qui va permettre à la personne malentendante de le regarder et puis de s'adapter un peu à sa mimique, de repérer un peu certaines choses sur sa mimique de la discussion et éventuellement donc de lire sur les lèvres. Ne pas parler sans que la personne soit prévenue, surtout si elle est malentendante. Si on prend l'exemple du dessin qui est le côté gauche, c'est typiquement le médecin qui rentre dans une salle d'attente, le patient qui est assis le dos tourné et qui donne le nom de la personne qui a donc rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si anecdotique que ça. On le voit souvent dans les salles d'attente où la personne n'ayant pas entendu ne bouge pas, alors que si le médecin était rentré un peu plus dans la salle, le patient aurait peut-être tilté c'était l'heure de son rendez-vous, que c'était lui qui était appelé. Donc, il faut se signaler quand on veut parler, ne pas parler d'une pièce à l'autre, ne pas parler le dos tourné, ne pas parler quand la télé, elle fonctionne, ne pas parler quand le lave-vaisselle est en marche. Enfin, voilà, tout un tas de détails. Quand la personne a le dos tourné et qu'elle fait une autre action, c'est quelque chose qui est très compliqué. Je disais tout à l'heure, ne pas crier. Quand on crie, ça n'améliore pas la compréhension. Et je vous ai montré au départ des courbes de perte sur les aigus en vous expliquant que le patient peut avoir une espèce d'auto-amplification de l'oreille. Donc, si on crie très fort, ça crée de la résonance. Le son est complètement distordu. Il n'est pas pour autant mieux compris. Et puis surtout, quelque chose qui peut être très vexant pour les personnes malentendantes, en particulier dans des institutions, c'est de montrer des signes d'agacement en disant, en montrant qu'il n'a pas compris et que ça nous agace quelque part. Ça peut être sur un guichet de réception, comme ça peut être dans une institution sur, par exemple, la prise d'un menu. En conclusion, on a vu beaucoup de choses. En conclusion, retenir quand même que la surdité n'est pas une fatalité qu'il faut subir. Certes, elle est définitive et inéluctable et parfois il n'y a ni traitement médical ni chirurgical pour la récupérer, mais par contre il y a des moyens orthophoniques et des moyens techniques
pour limiter l'impact de cette surdité au quotidien. Une prise en charge précoce donne de meilleurs résultats à l'appareillage. Et puis, quand on a une perte d'audition, il faut le signaler, ne pas hésiter à faire répéter si on n'a pas compris le message. Petite anecdote concernant cette perte auditive qui n'est pas signalée, on peut voir ça chez des sujets plus jeunes, c'est pas le sujet du jour, mais par exemple des enseignants qui ont des pertes sur les aigus, qui ne le signalent ni à leurs collègues ni à leurs élèves, et ça entraîne souvent des quiproquos qui peuvent être assez mal vécus par la personne qui n'entend pas. Et puis, bien entendu, il faut que le patient s'adapte à sa perte auditive. Et il faut aussi que l'entourage s'adapte à la posture quand il s'adresse à une personne malentendante. Merci beaucoup pour cette présentation. On se dit juste que, mon Dieu, il faut prévenir le plus tôt possible la perte auditive. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bonne Au revoir. journée.